Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast. Désolé du léger délai pour la connexion. Alors, bienvenue, bonsoir. Ce soir, nous allons parler des fameux plateaux et de la perte de poids. Donc, question de faire contact un petit peu avec vous. Vous pouvez m'écrire dans le chat, dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre si jamais vous avez des questions, idéalement en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Salut Nadine. Alors donc, on va vraiment aller explorer là, les différents plateaux puis essayer de voir qu'est-ce qui peut causer ça, qu'est-ce qui se passe quand on a des plateaux, est-ce que c'est réellement un problème, est-ce que ça peut être bon signe. Alors, on va essayer d'approfondir un petit peu là-dessus. Salut Mélanie. Alors, les fameux plateaux. Ben, ça, c'est ce qui est probablement le plus redouté de la part des gens qui entament un processus de perte de poids. C'est pas l'exclusivité de la perte de poids. Il faut savoir que des plateaux, on en retrouve dans à peu près toutes les performances athlétiques. Donc, ça s'adresse un petit peu à l'ensemble des gens qui vont s'entraîner. À un moment donné ou à un autre, on va frapper un plateau, c'est-à-dire que la progression va être moins observable. Donc, on va vraiment plafonner, on va stagner et les résultats vont généralement demeurer constants, être peu modifiés, puis même parfois, on va voir que ça va régresser. Donc, plus spécifiquement pour la perte de poids, bien, les gens vont commencer un processus de perte de poids. Ça se peut que ça commence super bien, ça se peut que ça commence super mal. Quand ça commence bien, bien, on observe une perte de poids assez importante au début. Les gens sont motivés, le moral est bon, les gens sont assidus, ils se conforment bien à l'intervention. Puis, plus ça avance, bien, plus on observe que la perte de poids va diminuer. Donc, on perd de moins en moins de poids par semaine. Ce qui mène souvent à l'expression suivante, les dernières livres ou les derniers kilos sont les plus durs à perdre. C'est pas tout à fait vrai. Chaque kilo est à peu près pareil, c'est-à-dire que chaque kilo va être assujetti à un déficit énergétique. Donc, lorsqu'il y a un déficit énergétique, les kilos vont s'en aller. Mais pourquoi ça devient de plus en plus difficile, puis pourquoi la perte de poids est de moins en moins importante dans le processus? Et ça peut arriver tard dans le processus. Il y a des gens qui, après 2 semaines sur un programme de perte de poids, ils vont déjà frapper un premier plateau, ils vont plafonner. Alors qu'il y en a d'autres que ça peut prendre un mois et demi, 2 mois. Moi, j'ai été assez familier avec des interventions de 6 mois et plus. Puis, c'est excessivement variable le moment où on va atteindre un premier plateau, où ça va stagner, où le poids demeure stable. On va définir d'abord en perte de poids qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant un plateau. Habituellement, c'est que le poids ne fluctue pas plus de 1 kg. Donc, sur une semaine, on demeure avec un poids qui va varier à plus ou moins 1 kg. Donc, lorsqu'on atteint ça, que ça monte, ça descend à l'intérieur de 1 kg, 2,2 livres, on peut considérer que le poids est stable et à ce moment-là qu'on a atteint un certain plateau. Bioénergétiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire, le plateau? Bien, ça veut dire qu'on a atteint un nouveau statu quo entre nos apports énergétiques puis notre dépense énergétique. Donc, à ce moment-là, lorsque notre poids est stable, on va dépenser autant de calories on va consommer, même si ce n'est pas notre perception. Donc, les gens vont souvent dire « Non, je mange bien moins qu'avant ou je bouge bien plus qu'avant. Donc, c'est sûr que je dépense plus de calories. Donc, c'est pas ça, il faut que ça soit autre chose. » Mais en thermodynamique, là, c'est des principes qui sont très robustes. Puis effectivement, quand le poids est stable sur une période prolongée, c'est parce qu'on est en équilibre énergétique. Les seules exceptions à ça, qui sont excessivement rares, c'est lorsque les gens vont réussir à gagner de la masse musculaire simultanément à ce qu'ils perdent du gras. Et ça va faire en sorte que les fluctuations de poids sont toujours à l'intérieur d'1 kg, mais on se trouve progressivement à augmenter un petit peu la masse musculaire et progressivement à diminuer la masse grasse. C'est rare que ça arrive comme ça, c'est plus facile à modéliser de façon théorique. Dans la pratique, c'est très rare. Donc, on va souvent perdre ou prendre plus de poids en fonction de l'équilibre ou du déséquilibre énergétique. Alors, dès que votre poids est stable, et que ça plafonne sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, bien, la bonne nouvelle, c'est que vous savez que vous dépensez autant de calories que vous en consommez.
Donc ça, c'est une excellente nouvelle parce que la dépense énergétique puis les apports énergétiques sont difficiles à quantifier. C'est dur de savoir précisément combien de calories on consomme, c'est encore plus difficile de savoir précisément combien de calories on dépense. Mais lorsque le poids est stable, on sait que ces deux valeurs-là sont équivalentes. Alors là, ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver des stratégies pour briser ces plateaux-là puis poursuivre le processus de perte de poids. Avant d'aller vers les stratégies, on va explorer pourquoi on arrive à un nouveau statu quo. Donc, comment ça se fait si je m'entraîne, si je suis un plan nutritionnel où je consomme moins de calories qu'avant, ben, je n'arrive pas à perdre du poids, puis ça stagne, puis je plafonne. La première chose, c'est qu'il faut vraiment considérer que l'exercice, ça représente une dépense énergétique, somme toute, mineure pour la majorité des gens sur une semaine. Donc, dans la plupart des cas, ça va être peut-être 10, 12, 14, 15% des calories qu'on dépense sur une semaine qu'on va dépenser en exercice comme tel. Donc, ça joue relativement peu dans la balance énergétique pour la majorité des gens. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne va pas réussir à faire de l'exercice puis à augmenter considérablement sa dépense énergétique. Ça peut arriver, mais dans la majorité des cas, ça contribue de façon assez secondaire à la dépense énergétique totale. Donc, les gens s'entraînent, les gens font de l'exercice, ils poussent fort, ils se donnent vraiment, ils suivent à la lettre ce qu'ils mangent, ça va super bien pour ça, puis on ne comprend pas, on ne perd pas de poids. Donc là, le classique, c'est c'est tes hormones, c'est ta génétique, c'est ton métabolisme, on commence à sortir beaucoup d'explications pour lesquelles on n'effectue pas de mesure. Donc ça a la fâcheuse conséquence de déresponsabiliser bien souvent l'individu. C'est pas de ma faute, c'est mes gènes, c'est pas de ma faute, c'est mes hormones, moi je suis fait comme ça, je peux pas y arriver, donc c'est pas ce que je fais qui est pas correct, c'est mon organisme pour une raison X qui est pas correct. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très très rare. Donc la plupart du temps, c'est plus quelque chose qu'on fait. Ça ne veut pas dire que c'est de notre faute, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas fin, qu'on n'est pas beau. Ça veut dire que c'est vraiment dans notre mode de vie que le plateau va s'expliquer. Donc, lorsqu'on commence un processus de perte de poids, l'objectif premier, c'est de perdre du poids. Si on arrive à le faire, ce que ça fait en termes de biologie, là, la perte de poids, c'est qu'on réduit le nombre de cellules qu'on a. C'est ça, là. On va réduire la taille ou la quantité de cellules de gras qu'on a. Dans certains cas, un processus de perte de poids peut faire en sorte qu'on va avoir une perte de masse musculaire, donc une légère diminution de masse musculaire. Ça peut arriver. Ça aussi, ce n'est pas quelque chose qui est anormal. Alors, lorsqu'on va perdre ces cellules-là, on perd leur dépense énergétique. Alors, lorsqu'on perd du poids, c'est inévitable. Notre métabolisme de repos, donc les calories qu'on dépense à rien faire pour maintenir les fonctions vitales et l'éveil, elles vont diminuer. Donc, notre métabolisme de repos va être plus bas lorsqu'on va perdre du poids. Ça peut faire en sorte que sur l'ensemble de la journée, sur nos 24 heures, ça peut se traduire par une baisse de la dépense énergétique totale. Alors, j'étais au début en déficit énergétique. Là, on va supposer que je change absolument rien, je maintiens le même niveau d'activité physique, je mange la même chose, mais je vais dépenser un petit peu moins de calories au repos parce que j'ai moins de matière, j'ai moins de cellules, donc ça, c'est normal. Ça va atténuer, dans le fond, notre déficit énergétique, puis ça devrait pas couper complètement, mais amoindrir la perte de poids chaque semaine. Donc ça va jouer là-dessus. L'autre chose, ce poids-là que j'ai perdu, c'est du poids que je n'ai plus à déplacer. Donc, mes activités du quotidien, si je fais toujours la même chose, je ne me trouve pas à faire exactement la même chose parce que je fais les mêmes tâches, mais j'ai X kilos de moins parce que j'ai perdu du poids. Donc, le meilleur exemple que je peux vous donner pour illustrer ça, c'est une veste lestée. Donc, les gens qui vont s'entraîner, qui vont mettre une veste lestée, écoute, l'entraînement est plus dur, là, écoute, je traîne plus de poids. Mais si j'enlève la veste lestée, l'entraînement est plus facile. C'est exactement la même chose au quotidien. Je porte la veste lestée pendant toute la journée, mon activité va être plus difficile, je traîne plus de poids. Inversement, si je perds du poids, les activités du quotidien, ça va être un peu plus facile. Alors, si je fais exactement les mêmes tâches, je vais prendre un exemple. Là. Si vous allez au travail, vous montez 2 étages à toutes les fois que vous allez au travail, vous allez 8 fois à la photocopieuse en moyenne par jour, vous allez 3 fois aux toilettes, etc. Si vous faites toujours ça, toujours ça, mais vous avez 10 kilos de moins, ces mêmes activités-là vont vous coûter moins cher en termes de calories. Donc, vous allez avoir une moins grande dépense énergétique associée à l'activité physique.
un métabolisme de repos qui dépense moins de calories parce que il y a moins de gras, il y a peut-être moins de muscles, de l'activité physique qui nous coûte moins cher parce qu'on est plus léger, mais ça fait en sorte qu'on dépense moins de calories sur 24 heures. Donc, ces compensations métaboliques-là ne sont pas, encore une fois, anormales. Ce n'est pas un ralentissement du métabolisme, ce n'est pas un désordre métabolique. C'est juste une conséquence de la perte de poids qui est inévitable. Si je vous coupe une jambe, c'est pas anormal que la jambe soit plus là. Elle est coupée, elle est partie. C'est dommage, mais c'est ça. Donc, on ne se dira pas « Ah, oui, mais là, je vais marcher sur 2 jambes. » Mais non, on en a juste une. Donc, c'est un peu la même chose. Le tissu métabolique là, de gras et de muscles qui va partir avec la perte de poids, il ne nous coûte plus d'énergie au repos, puis il ne peut plus nous servir comme surcharge lorsqu'on va faire des activités physiques. C'est aussi la même chose à l'entraînement. Quelqu'un qui va toujours faire la même distance sur son tapis roulant et à tous ses entraînements, qui à chaque fois force beaucoup, se donne pour faire son 10 km, si la personne est plus légère, elle va dépenser moins de calories pour cette même distance-là. Donc, l'entraînement, si on ne modifie pas les paramètres de surcharge, si on n'augmente pas la durée, l'intensité, peu importe, l'entraînement va nous coûter moins cher. Ça, c'est aussi une adaptation un peu malheureuse qu'on va observer. Quand les gens vont sentir, ils vont perdre du poids, puis ils vont dire « Ah, je me sens beaucoup plus en forme. Ça va beaucoup mieux sur mon tapis roulant. » Ils font toujours la même tâche sur le tapis roulant, puis là, ça va mieux. C'est pas tellement qu'ils sont rendus meilleurs. C'est-à-dire, c'est pas que leur moteur est rendu plus puissant. C'est qu'ils ont moins de bagages dans la valise, donc l'auto attire moins de poids, donc ça va mieux. Et si l'auto tire moins de poids, puis elle roule mieux, si elle ne roule pas plus vite ou plus longtemps, elle va consommer moins d'essence. Et c'est la même chose avec votre organisme. Donc, on se ramasse à avoir des entraînements qui sont moins qui procurent moins de bénéfices, c'est moins profitable pour l'organisme. Ça nous fait dépenser moins de calories. Comme on va dépenser moins de calories, ça se répercute sur le total. Puis à ce moment-là, si je maintiens toujours les mêmes apports nutritionnels, à peu près, puis que je dépense moins de calories au repos, moins de calories en activité physique et à l'exercice, ça se peut que j'arrive à un nouveau équilibre énergétique, que ma dépense équivale mes apports. Et là, comme par hasard, mon poids est rendu stable. Donc ça, c'est la majorité des plateaux qui vont se concrétiser de cette façon-là par une modification de notre dépense énergétique directement associée à la perte de poids. Donc, c'est malheureux, c'est ça, il faut vivre avec. De là, l'importance de bien structurer une stratégie de perte de poids. Le plateau, il va être inévitable. On va arriver à un moment donné à un autre statu quo, c'est-à-dire que si on a coupé les calories un peu, on a fait une restriction calorique, si on a augmenté l'activité physique ou encore augmenté l'exercice, à un moment donné, on va arriver à un autre équilibre. Et ce qu'on souhaite avoir, c'est que ce nouvel équilibre-là, entre les apports et la dépense, soit associé à une composition corporelle que l'on souhaite. Que ce soit pour des paramètres de santé, que ce soit pour des paramètres d'esthétisme. Ce qu'on veut, c'est que notre nouvel équilibre, il ne soit pas problématique pour la santé. Je ne veux pas arriver à un nouvel équilibre où je consomme 800 calories, puis j'en dépense 800 au total dans ma journée, puis ça fait que je maintiens mon poids. Ça ne marche pas. Donc, on va arriver à un nouveau statu quo où je consomme suffisamment de calories pour répondre à mes besoins. Donc, j'ai une alimentation qui peut être suffisamment variée, suffisamment diversifiée pour me procurer l'ensemble des macros et micronutriments que j'ai besoin. Ça, en passant, c'est rarement en bas de 1000 calories par jour, on s'entend. Donc, j'ai des apports caloriques qui sont suffisants, donc en quantitatif, en qualitatif, même chose. J'ai des apports qui sont suffisamment diversifiés et adéquats. Et j'ai un mode de vie qui fait que je suis suffisamment actif pour avoir des bénéfices santé. Donc, c'est ça, cet équilibre-là avec lequel on veut jongler. On ne veut pas un équilibre où les gens sont très peu actifs, parce que là, on se ramasse à avoir des gens qui vont avoir des problèmes de santé à cause du manque d'activité physique. On ne veut pas non plus avoir des gens qui ont un nouvel équilibre énergétique parce qu'ils ne mangent presque pas de calories. Donc, la clé, c'est de réussir à augmenter la dépense énergétique sur 24 heures. Ensuite, pour avoir des apports nutritionnels suffisamment élevés pour que ça soit vivable et que ça soit santé. Donc ça, c'est vraiment l'objectif qu'on vise. Donc on veut en réalité atteindre un plateau, mais le plateau doit être au bon endroit, au bon moment. C'est ça qui est très difficile. Parce que le fait qu'on va croiser comme ça, qu'on va arriver à un équilibre, un nouveau point, un nouveau poids, une nouvelle composition corporelle, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Puis ces facteurs-là ne sont pas constants. Le plus bel exemple, c'est les variations saisonnières.
on va observer une variation du niveau d'activité physique puis de la dépense énergétique des gens en fonction des saisons. Et ça, c'est pas nécessairement comme on pense. Les gens, bien souvent, vont penser « Ah oui, l'été, moi, je bouge beaucoup plus. » Ça se peut, mais l'été, il y a peut-être une consommation d'alcool plus élevée, donc à ce moment-là, les apports sont peut-être plus importants. Ou les gens pensent que des fois, parce qu'ils sont dehors, ils sont plus actifs. Le meilleur exemple, vous êtes sur votre patio à prendre une petite bière tranquille dans la cour, vous profitez de la cour, bien, vous êtes quand même assis avec une petite bière. C'est pas vraiment différent d'être assis devant la télé un soir de janvier. Alors, il faut faire attention à nos perceptions là-dessus. Donc, on peut avoir des fluctuations assez importantes d'une saison à l'autre qui peuvent faire en sorte que nous, on a l'impression de rien changer ou que tout est pareil, mais qu'on a une modification de notre dépense énergétique et ou de nos apports, ce qui fait en sorte qu'on a un nouvel équilibre. Donc, ça peut fluctuer dans l'année. Ça, il faut faire attention à ça. Ça peut aussi fluctuer en fonction de notre condition physique. Donc, ce qu'on veut, idéalement, c'est avoir la meilleure condition physique possible. Cette condition physique-là, on veut qu'elle soit suffisamment élevée pour nous permettre de bouger avec facilité. Le principal facteur qui nous intéresse, c'est vraiment la capacité aérobie. Donc, ça ne veut pas dire que les autres qualités comme la force, la puissance, la vitesse, l'agilité, ce n'est pas important. C'est plus que la capacité aérobie est étroitement associée à notre potentiel à dépenser des calories. Puis, on est des êtres à la base aérobie. Donc, la majorité des activités physiques qu'on fait au quotidien vont avoir une dominante aérobie. Alors, plus notre capacité aérobie, plus notre cardio est élevé, bien, plus à ce moment-là, on peut faire une grande quantité de ces activités-là sans nécessairement que ce soit très difficile. Inversement, si dans le courant de l'année, ma condition physique se détériore, bien, ça aussi, ça peut avoir un impact sur mon équilibre énergétique. Donc, si, exemple, je joue au hockey, je suis super actif l'hiver, puis l'été, ben, je change, puis je joue au golf. Je ne veux pas parler contre le golf, mais disons que j'utilise le petit kart, puis je ne marche pas, puis je fais juste frapper des balles au golf. Ça a un impact moins important sur ma capacité aérobie. Donc, peut-être que l'hiver, je réussis à développer avec une activité intermittente comme le hockey, ma capacité aérobie. Puis, j'observe une diminution pendant l'été de ma capacité aérobie. Donc, je suis moins en forme parce que, au niveau cardiovasculaire, parce que je joue au golf. Ça fait en sorte que je vais peut-être avoir une diminution de ma dépense énergétique durant l'été. Puis ce déconditionnement-là, s'il n'est pas adressé, si je ne l'évalue pas, si je ne le modifie pas, bien à ce moment-là, ça peut être problématique pour mon nouveau statu quo. Donc, ce n'est pas parce qu'on atteint un poids cible à un moment donné, ce n'est pas parce qu'on atteint un statu quo souhaitable à un moment donné que nécessairement, ça va rester comme ça. C'est très volatile, ça se promène, puis ça va être difficile d'être certain qu'on est toujours à faire la même chose puis exposé au même environnement. Je ne sais pas si vous me suivez, si c'est clair ou si ça fait du sens, n'hésitez pas à commenter. Merci, Jonathan. Donc, c'est difficile de toujours parler seul à son ordinateur, à s'écouter parler. Comme je dis tout le temps, je ne m'aime pas assez pour juste parler tout seul tout le long. Donc, n'hésitez pas à commenter, à intervenir là, si jamais là, vous avez des questions, des interrogations par rapport à ce que je dis. C'est quand même des choses assez complexes. Et théoriquement, c'est une chose complexe. Pratiquement, mais c'est aussi difficile de les appliquer aussi sur le terrain. Alors, salut Alex, merci. Donc, ce qu'on veut avoir dans ce statu quo-là, bien, on veut d'abord et avant tout évaluer les choses. Parce que si on n'est pas capable d'avoir une mesure de ce qui se passe, bien, on pourra pas, on va juste se fier à notre perception. Puis je le répète presque tout le temps, notre perception, autant au niveau de notre activité physique qu'au niveau de nos apports nutritionnels, on est poche, on n'est pas bon. Ça fait pitié notre affaire. Donc, consciemment, on est très mauvais pour évaluer ce qu'on dépense et ce qu'on consomme. Merci Annie. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir un minimum de quantification objective. Donc, puis vous commencez à me connaître, là, moi j'aime bien les mesures de dépenses énergétiques, je triple là-dessus, que ce soit uniquement avec un téléphone ou avec des accéléromètres de recherche, peu importe. Il faut avoir une idée pour savoir est-ce que mon mode de vie change, est-ce que mon niveau d'activité physique fluctue. L'exemple des saisons, c'en est un, mais aussi, mettons que je m'entraîne, j'en parle ça aussi souvent, ça se peut que je commence à moins bouger parce que je fais des entraînements super intenses.
Le classique, là, c'est on fait un entraînement extrêmement intense, on est fatigué, on ne fait rien le reste de la journée. Sur 24 heures, on se trouve à dépenser moins de calories. Donc, au fil du temps, mes entraînements vont changer. Je ne fais pas toujours la même chose. Et ce qui va arriver, c'est que le fait, dans le fond, de faire des entraînements différents au fil de mon année, ça peut avoir un impact différent sur mon niveau d'activité physique. Alors, si je ne l'évalue pas, j'ai aucune idée. Je vais seulement me fier à ma perception. Puis si je m'entraîne super fort, ben ça va comme teinter ma perception de mon activité physique. Si je m'entraîne fort, je vais avoir l'impression que je dépense beaucoup de calories. Si je fais attention à mon alimentation, puis je commence à faire des choix nutritionnels au lieu de manger ce qu'il y a dans le frigo, ben là, je choisis un petit peu plus que ce que je consomme, ben ça aussi, ça peut faire en sorte que je vais penser que je consomme moins de calories. OK? Hey, merci Alex, t'es fin. Je vais te donner un... Faut faire que je te paye une bière bientôt, Alex. Alors, quelques petites questions, Robin. Alors, quelles seraient les histoires que le corps s'adapte et se met en mode économie à mesure qu'on s'éloigne du poids naturel? Mais le poids naturel, le set point, là, dans le fond, cet équilibre pondéral-là, c'est contesté beaucoup. Il y a plusieurs théories assez complexes. À la base, moi, je ne suis pas un partisan du poids programmé. Je vous explique pourquoi. La théorie veut que chaque individu ait un poids préprogrammé. Qu'on dise, ben là, toi, tu es programmé pour être 77 kg. Fait que ton corps va se battre pour maintenir ce 77 kg-là à tout prix. Ça va un petit peu à l'encontre des principes d'évolution. C'est-à-dire que si l'humain, on est rendu où est-ce qu'on est, c'est parce qu'on était en mesure de bien exploiter nos ressources et de bien s'adapter. Donc, notre poids, pour que le corps se batte pour maintenir un poids à tout prix, indépendamment de l'environnement et de ses exigences, ça veut dire qu'on peut gaspiller beaucoup de ressources pour essayer de maintenir ce poids-là, sans nécessairement que ça procure davantage au niveau de la reproduction et de la survie de l'espèce. Exemple, si moi je suis programmé pour être à 200 kg, puis je vis dans un environnement qui est très pauvre en calories, et où l'activité physique est très élevée. Je vais vous donner un exemple qui m'est cher. L'île déserte, avec des bêtes sauvages dessus, puis il y a juste du gazon à manger. On s'entend, il n'y a pas beaucoup de calories disponibles. Il va falloir que je me sauve régulièrement des bêtes sauvages pour ne pas me faire dévorer. Mais si mon corps, lui, son objectif, c'est de survivre puis de se reproduire. Fondamentalement, c'est ça. Donc, sur l'île, si je suis tout seul, la reproduction, on met ça de côté, mais survivre, ça va être important. Donc, l'ensemble de ces ressources va être mobilisé pour la survie. S'il faut en plus que je me dise, non, il faut que tu maintiennes ton poids, là. Si tu ne maintiens pas ton poids, ça ne va pas bien. Bien, ça veut dire qu'il y a des ressources que je dois attribuer au maintien de mon poids que je ne peux pas attribuer à courir et à me sauver des bêtes sauvages. Alors, c'est un petit peu l'inverse qu'on réalise qui se passe. C'est plutôt que le poids, c'est le reflet de la relation qu'on a avec notre environnement. Donc ici, environnement vraiment étant dans le sens tout ce qui nous entoure. Donc la quantité de calories qui est disponible, puis aussi la quantité de calories qui est possible de dépenser ou la quantité de calories qui est requise pour pouvoir se nourrir. Donc ça, c'est des éléments qui vont dicter un peu notre composition corporelle puis notre poids. Alors le corps ne va pas vraiment se battre pour maintenir un poids. Le corps va se battre pour avoir le meilleur poids possible en fonction des exigences de son environnement. Alors l'organisme, il ne se mettra pas en mode économie lorsqu'on va s'éloigner du poids naturel. Le mode économie, il faut vraiment qu'il y ait une carence énergétique sévère. Un jeûne complet, on va parler d'un ralentissement du métabolisme de l'ordre d'à peu près une dizaine de pourcents. Donc, c'est peut-être une centaine, 150 calories là, pour un individu de poids moyen par jour sur un jeûne complet, là, sur plusieurs jours, donc un 0 calorie. Alors, le mode économique, c'est pas quelque chose qui est un facteur super important dans un processus de perte de poids, surtout lorsque la restriction calorique ou le déficit calorique n'est pas trop important. Ce qui va arriver, c'est comme je le mentionnais, on va diminuer notre dépense énergétique parce qu'il y a du poids qui s'en va. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, Robin. Maintenant, Michael, donc il faut adapter l'alimentation, l'activité physique sur 24 heures, les entraînements afin de ne pas atteindre un plateau. Mais c'est exactement ça. Donc, simplement, c'est de dire, il faut que je décroche de mon plateau, il faut que je modifie la quantité de calories qui rentrent ou la quantité de calories qui sortent. Puis je peux jouer, il y a plusieurs stratégies, sauf que c'est malheureusement dans l'application de ça, pas si simple que ça. Pourquoi? Si par exemple, j'augmente beaucoup mon activité physique,
et que ma condition physique ne me permet pas de dépenser autant de calories que ça facilement, on va observer une augmentation assez importante de l'appétit. Donc, ça va devenir difficile de maintenir des apports caloriques parce que mon appétit, vraiment l'appétit physiologique, pas « Ah, il me semble que j'ai le goût de manger quelque chose ». Non, non, c'est faux, je mange, là, j'ai faim, va vraiment être augmenté. Donc, ça devient plus difficile de réguler la balance énergétique parce que plus on augmente notre dépense énergétique, plus l'appétit augmente. Alors, c'est vraiment de jouer assez finement et subtilement sur les différentes variables. Donc Nadine, petite question par rapport au test d'InBody. J'ai eu quelques clients qui ont perdu du poids, perdu la masse maigre et pris un peu de gras. L'analyse de la InBody, c'est une bioimpédance multifréquence, donc utilise des courants électriques allant, je crois, de 2,5 Hz à peut-être 100 Hz, 125 Hz, je me souviens pas exactement. Donc c'est une large plage de fréquences. C'est une méthode qui est valide pour mesurer la composition corporelle. Qui dit valide dit que, ben oui, ça mesure adéquatement la composition corporelle, mais non pas sans variation. Donc, on va observer que, habituellement, lorsqu'on utilise la bioimpédance, même la multifréquence, on a facilement une marge d'erreur d'à peu près 1,5 kg sur la masse maigre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux me peser jeudi à 9 h, je vais avoir une masse maigre X. Je peux me repeser 2 heures après, je vais avoir une masse maigre X plus 1 kg, alors qu'elle n'a aucunement changé. C'est juste une fluctuation qu'on peut observer suite à ce type de mesure-là. Et ce n'est pas tant l'appareil qui ne mesure pas bien que les composantes de l'organisme qui peuvent changer sans nécessairement que la composition corporelle, donc le gras et la masse maigre, changent. Alors, la bioimpédance, c'est problématique pour ça parce qu'on l'utilise parce que c'est non-invasif. Si tu montes sur le pèse-personne, tu prends les poignets, boum, ça fait pas mal, paf, on a le test en quelques instants. Le problème, c'est qu'on l'utilise beaucoup pour du avant-après. Et le avant-après, ben, si on n'est pas conscient que ça peut fluctuer de 1 kg à 1,5 kg sans qu'il y ait de changement réel du gras et du muscle, ben, on peut justement avoir des choses bizarres. Donc, on peut avoir des gens qui n'ont pas suivi le plan nutritionnel, qui ne sont pas entraînés, puis qui ont gagné 1 kg de masse musculaire, puis qui ont perdu 1 kg de gras. Fait qu'on se dit, oh mon Dieu, ben, ça ne s'explique pas. Puis malheureusement, les entraîneurs vont avoir tendance à chercher à trouver absolument une explication. Là, on va dire, c'est parce que tu te surentraînais, puis là, tu as pu récupérer, puis c'est ça que ça a donné. Ben, t'avais-tu des mesures de surentraînement? T'avais-tu d'autres choses qui permettent de dire ça? Non. Est-ce que ça se peut que ce soit la InBody, la méthode d'analyse, qui ait une variation? Ben oui, malheureusement, ça se peut. Alors, il faut faire attention. Là, bien souvent, la bioimpédance, quand on a des chiffres qui sont c'est parce que c'est une variation qu'on dit biologique, mais qui n'est pas associée à des changements tant que ça de gras puis de muscles. Good. Ben, Robin, bon point. Donc, pour revenir à le poids naturel, on a tous pourtant vu des exemples où l'environnement est égal, certains sont très gras alors que d'autres sont très maigres. Oui puis non. Ce qui est important, c'est la relation qu'on a avec notre environnement. Alors, on peut être tous dans un même environnement, mais ne pas avoir la même relation avec. On peut avoir, le meilleur exemple, on a une personne qui, je fais un scénario X là, on a une personne qui a détesté l'activité physique parce que niveau moteur, pas super bon, on a été à l'école, cours d'éducation physique, toujours choisi en dernier, j'ai eu le sport, j'ai eu l'activité physique, je suis toujours choisi en dernier, je me fais lancer des roches sur la cour d'école. Donc on a un cliché comme ça, que malheureusement ça arrive. Cette personne-là, au fil des ans, prend du poids. Et cette personne-là, pour une raison X, elle est dans un environnement, par exemple l'Amérique du Nord, où il y a beaucoup de calories. Donc, la densité énergétique est très élevée. C'est facile d'avoir accès à 10 000 calories en dedans de 1 km². Alors, cette personne-là, ben, elle consomme beaucoup de calories. Peu importe la raison, elle aime manger, épicurien, ou on mange ses émotions, n'importe quoi, on mange. Puis, elle mange à peu près 5 000 calories. Cette personne-là ne fait pas beaucoup d'activité physique. C'est une personne qui aime plus lire, parce que, comme je le mentionnais, l'activité physique, ce n'est pas associé à quelque chose de positif. Fait que la personne elle mange 5000 calories, elle est sédentaire, ben, elle va prendre du poids, puis elle aussi va atteindre un plateau. Parce que lorsqu'on prend du poids, ben, on augmente la quantité de cellules, puis on augmente le poids qu'on a à déplacer, fait qu'on va éventuellement arriver à un autre plateau. Son plateau va peut-être être à 125 kg. Donc, on va avoir une personne qui va souffrir d'obésité. Ensuite de ça, on a une autre personne qui... elle, à l'école primaire, ça allait super bien. Écoute, j'ai toujours choisi en premier dans les activités physiques, a toujours été encouragé à faire du sport. Ses parents étaient sportifs. Puis là, ben écoute, c'est un sport puis un autre. Puis la personne a fait des Ironman. Elle s'amuse à en faire un par 2 semaines. Puis cette même personne-là va consommer
aussi 5000 calories par jour. Bien, on n'aura pas du tout la même composition corporelle. Donc, on a deux personnes qui sont dans deux environnements en apparence similaires. Ils ont pu aller à la même école, vivre dans le même quartier, mais ils n'ont pas la même relation avec leur environnement pour différentes raisons. Ils vont consommer la même quantité de calories, mais il y a une personne qui va en dépenser potentiellement moins que l'autre parce qu'ils font des choix différents. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, c'est rare qu'on a tous et chacun la même relation avec un environnement. C'est tellement vrai que si vous regardez ça, même en prison, où est-ce que c'est un environnement quand même assez contrôlé, tout le monde a à peu près, on pourrait croire que tout le monde a à peu près fait les mêmes activités, là, tu sais, t'es en prison. Bien, on se rend compte qu'il y a des gens en prison qui vont perdre du poids, il y a des gens en prison qui vont en prendre. Puis c'est un peu la même chose. Il y a des gens en prison qui vont aller s'entraîner quand ils vont pouvoir le faire. Puis il y en a d'autres qui ne s'entraîneront pas, qui vont aller dans le cours, puis à la première occasion qu'ils ont, ils vont aller fumer une cigarette. Bon, je ne sais même plus si on peut fumer en prison, sûrement à l'extérieur. Alors, même dans un environnement qui est quand même assez restreint, on peut avoir des réponses différentes d'un individu à l'autre et c'est presque toujours fondamentalement une différence de la relation qu'on va avoir avec notre environnement. Et le gros problème, puis pourquoi il y a tant d'incertitudes, puis il y a tant de théories puis d'hypothèses, c'est qu'on n'est malheureusement pas super précis dans la mesure de la dépense énergétique et pas super précis dans la mesure des apports. Alors, on a un genre de flou artistique quand même assez important. Là. C'est presque ça peut aller à un écart dans certains cas jusqu'à un plus ou moins 1000 calories là, quand on a une fluctuation d'activité physique puis de bouffe au niveau de notre précision. Et ça pour une journée. Donc, ça peut être très élevé. Dans les meilleurs des cas, c'est peut-être un plus ou moins 300 calories, 400 calories qu'on va avoir là, de fluctuation, là, de flou. Ça veut dire qu'on peut avoir deux personnes en apparence qui font exactement la même chose, mangent exactement la même chose. Bien, il y en a un qui c'est en fait un déficit énergétique de 400 qu'il va faire, puis l'autre, c'est peut-être un surplus énergétique de 10 calories qu'il va faire. Donc, puis même si en apparence, ils font exactement la même chose. Alors, c'est très, très difficile à bien cerner, à bien déterminer. Donc, on se base aussi beaucoup sur des observations qu'on va faire du monde animal. Donc, on va voir qu'effectivement, la plupart des mammifères ne vont pas lutter pour maintenir un poids, mais vont lutter pour maintenir des fonctions, donc certaines fonctions vitales, et vont surtout avoir un poids qui est fonction de leur environnement. Un exemple de ça, là, qui est assez classique, un chat domestique qui va dehors versus un chat domestique qui ne va pas dehors, il y a une différence habituellement au niveau de la composition corporelle du chat. C'est assez flagrant pour avoir eu beaucoup de chats dans ma vie. Quand vous avez des chats qui vont dehors, ils ont tendance à vivre moins vieux parce qu'il y a plus d'accidents, mais la composition corporelle, c'est rare que vous allez avoir un chat qui va dehors, qui va développer un diabète de type 2 par exemple. Alors, vous pouvez avoir des chats jumeaux, un qui reste à l'intérieur, un qui sort, et il va y avoir une différence de composition corporelle là, assez flagrante parce que ils sont exposés à des environnements différents, puis il n'y a pas un chat qui va chercher à maintenir son poids. Son poids va être, dans le fond, l'adaptation parfaite de la relation qu'il a avec son environnement. Donc, je ne sais pas si ça couvre un petit peu, Robin, là, ce que... le set point puis l'environnement, là, l'environnement, c'est vraiment dur à uniformiser. Là. Juste pour vous dire, même avec des souris en laboratoire, dans des cages, c'est difficile de standardiser les choses, entre autres pour l'activité physique. Il faut presque utiliser des radars pour voir les déplacements de chaque souris dans les cages parce que c'est pas toutes les souris qui vont bouger de la même façon dans une cage, qui vont faire autant de roues dans la cage que d'autres, puis pour des raisons parfois X. Donc, c'est assez difficile. Donc, il y a plusieurs variables qui vont influencer comment on réagit puis comment on exploite ou on se fait exploiter là, par notre environnement. Donc, c'est ça. Alors, comment briser les plateaux? Donc, quelle stratégie on peut employer pour sortir de ces plateaux-là? La première chose, c'est qu'il faut arrêter de voir l'entraînement comme la source première du déséquilibre énergétique. Ça, c'est assez difficile à accepter pour beaucoup d'entraîneurs, mais l'entraînement, ça n'a jamais été fait pour brûler des calories comme telles. Les calories qu'on dépensait, c'était la conséquence de l'entraînement qu'on faisait pour améliorer quelque chose. OK? Alors, ce qui va arriver, Nadine, j'aborde ça d'ici la fin, le carb cycling.
Donc, ce qui va arriver, c'est que lorsqu'on va s'entraîner, on veut essayer le plus possible d'améliorer la condition physique. Dans un premier temps, parce que c'est ce qui procure des bénéfices santé. Fait que quelqu'un qui est en processus de perte de poids, plus la personne a un poids important, eh bien, plus c'est important de maximiser sa condition physique pour réduire les risques au niveau de la santé qui sont associés à un surplus de poids trop important. Donc, on veut que la personne ait une bonne force musculaire, une bonne mobilité et surtout une bonne capacité aérobie. Donc, ça, entre autres, la capacité aérobie va procurer un effet protecteur sur plusieurs complications métaboliques dont les personnes qui sont en surplus de poids ou obèses vont être à risque. Alors, ce qu'on devrait chercher à faire, c'est améliorer le plus possible la condition physique lors des entraînements. Ça va être aussi associé avec une certaine dépense énergétique, mais ce qu'on veut qui bouge vers le haut, c'est la quantité totale de calories sur la journée. Comme on est dans un processus de perte de poids, c'est inévitable, le métabolisme de repos va diminuer. Donc, on va perdre du gras, peut-être qu'on va perdre un petit peu de muscle. Donc, on va observer une diminution des calories qu'on va dépenser au repos. L'activité physique qu'on fait au quotidien, plus on perd de poids, moins elle va nous coûter cher en calories. Donc, il faut s'assurer qu'on est capable d'augmenter la quantité d'activité physique que la personne fait. Et parce qu'on va être limité par un horaire, par un mode de vie, quand on va plafonner au niveau de la quantité d'activité qu'on peut faire dans une journée, puis quantité d'activité, je ne parle pas juste de s'entraîner ou d'aller prendre des marches. Je parle d'être actif au travail, de se déplacer fréquemment sur les lieux du travail, transport actif pour se rendre au travail et ainsi de suite. Je parle vraiment de l'ensemble des activités physiques sur la journée. Donc, quand on va réussir à maximiser ça, bien, après ça, on peut rajouter des activités plus intenses comme l'exercice pour complémenter ça. Et ça va nous permettre fort probablement de maintenir une dépense énergétique élevée sur 24 heures, malgré la diminution de la contribution du métabolisme de repos à la dépense énergétique et malgré le fait qu'on déplace notre poids, un poids plus léger qui nous coûte moins cher. Donc, très important de s'assurer d'avoir une bonne condition physique parce que le problème qu'on va avoir si on n'a pas une bonne condition physique, si un mauvais VO2, quand on va arriver au plateau puis on va chercher à augmenter l'intensité, si la capacité aérobie n'est pas élevée, on pourra pas, la personne va aller à son 100%, elle va tout donner, là. Mais parce que son moteur est petit, ça ne dépensera pas beaucoup de calories. Donc, l'effet de l'exercice, ça va être très marginal. Alors, plus la capacité aérobie va être élevée, plus lorsqu'on va être intense, parce qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de temps, mais plus on va être intense, plus on va pouvoir dépenser une grande quantité de calories minute et on va probablement arriver à compenser la diminution de la dépense énergétique avec ça. Donc, si on n'a pas réussi à faire ça, bien, on va être pris à vivre sur un plateau de façon plus ou moins prolongée jusqu'à temps qu'effectivement on augmente la capacité aérobie de la personne puis qu'on recommence là, le processus de déséquilibre énergétique. Mais là, on vient perdre beaucoup de temps. Puis, quand on est sur un plateau, surtout quand le plateau n'est pas à une composition corporelle qui est optimale ou que la personne n'est pas satisfaite, ce n'est pas son objectif, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a un gros facteur de démotivation. Donc, le chrono part quand on est sur un plateau parce qu'il y a un taux d'abandon beaucoup plus important. Alors, il faut faire attention. Donc, idéalement, il faut prévoir dès le début une amélioration de la condition physique, comme on ferait avec un athlète qui veut se remettre en forme. On cherche à améliorer différentes qualités physiologiques sans nécessairement se surspécialiser dans une. On veut que l'athlète soit versatile là, en début de saison, puis après ça, on peut se spécialiser un peu plus. Alors, c'est un petit peu le même processus qu'on veut faire. Mais si vous n'améliorez pas la condition physique des individus en perte de poids, de un, vous ne réduisez pas tant que ça leur risque au niveau de la santé, puis bien, vous allez arriver dans un cul-de-sac là, tôt ou tard, c'est trop souvent le cas. Donc ça va être un premier élément. Ensuite de ça, c'est d'établir les paramètres de notre nouveau statu quo. Quand on est au plateau, bien, on sait qu'on est en équilibre énergétique, mais là, il faut voir. Est-ce que la personne éprouve de sérieuses difficultés à maintenir ses apports nutritionnels? Est-ce que c'est dur là, de suivre le plan nutritionnel? Ou est-ce qu'elle fait des gros efforts? Est-ce qu'elle se prive beaucoup? Est-ce que c'est pénible? Elle se sent restreinte? Si c'est le cas, bien, cet équilibre énergétique-là, il est précaire. On risque de bientôt se retrouver en surplus énergétique parce que la personne va casser. Elle va se réalimenter. Donc ça, il faut prévoir, dans le fond, une phase de statu quo, une augmentation de l'activité physique pour être en mesure de manger plus. C'est là qu'on
On va essayer de remonter légèrement notre statu quo. Puis après ça, on peut voir à essayer de recommencer à descendre, mais la descente de poids devrait se faire avec une augmentation de l'activité physique et non pas une réduction des calories parce qu'on sait que plus bas, la personne à ce moment-là n'est pas capable de tolérer ça. Donc ça va être un élément qui est important à considérer. Puis ensuite de ça, évaluer régulièrement les fluctuations d'activité physique, surtout au changement de saison ou s'il y a des changements majeurs. Je restais chez mes parents, je déménage, je m'en vais en appartement. Ça se peut que ce soit un changement majeur au niveau de mon activité physique sur 24 heures. Je suis passé de ma chambre est au 2e étage à je vis dans un sous-sol, dans un 1,5. Je vais monter moins d'escaliers dans ma journée. Je vais être restreint dans un environnement plus petit. Fait que si je ne peux pas sortir de chez nous, ma dépense énergétique risque d'être beaucoup plus basse que quand je restais chez mes parents. Donc ça, c'est des choses à bien évaluer parce que la personne en processus de perte de poids, quand on va lui demander est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, ils vont tout de suite penser non, je m'entraîne autant puis je mange la même chose. Ils ne vous diront pas qu'ils ont déménagé ou qu'ils se sont séparés ou qu'ils se sont mariés, etc. Fait que ça, c'est des éléments qui, mine de rien, peuvent influencer notre équilibre énergétique et ils sont à considérer. Moi, j'ai une dame elle avait une maison à étage, puis elle faisait 3 étages, lavage, montée, descendre régulièrement. Elle était tannée, elle s'est acheté une autre maison, puis une très grande maison, mais sur un seul plancher. Puis, les choses sont beaucoup plus rapprochées. Donc, c'est une maison design, tout était très fonctionnel. Ça fait en sorte que, elle se déplace beaucoup moins pour faire ces choses. Donc, on a observé une diminution assez importante du nombre de minutes d'activité physique qu'elle faisait dans sa journée, puis du nombre de calories qu'elle dépensait associées à l'activité physique, suffisamment pour freiner son processus de poids parce qu'on était en déficit énergétique très modéré. Donc, c'est des petits détails comme ça. Une petite gorgée d'eau, puis Nadine, le carb cycling en perte de poids. Entre autres, lorsqu'on va atteindre des plateaux, il y a des gens qui vont utiliser des stratégies particulières. Et le carb cycling, c'en est une. Donc, le carb cycling, c'est qu'on va faire des cycles où on va... Il y a différentes approches, là, mais en général, on va couper les glucides presque complètement. Après ça, on va faire une phase, on va réalimenter. À la base, le carb cycling, ça vient des athlètes d'endurance où on faisait des protocoles où on venait épuiser les réserves de glycogène, puis après ça, on faisait une surcharge en glycogène pour maximiser les réserves de glycogène musculaire et hépatique, donc ce qui était très favorable aux performances en endurance. Maintenant, on fait beaucoup moins cette approche-là. Maintenant, on fait juste une surcharge en glucides, puis on se rend compte que ça a le même effet là, sur les performances en endurance, mais ça sera le sujet éventuellement d'un autre balado. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire un carb cycling? Si ce n'est pas quelque chose de viable ou de durable, c'est-à-dire que si la personne a fait ça uniquement pour décrocher de son plateau, s'il n'y a pas d'autres variables qui changent. Si je fais juste du carb cycling, parce qu'en Amérique du Nord, les apports en glucides, c'est à peu près la moitié de nos apports énergétiques pour un Nord-Américain moyen. Donc, quand je coupe sur les glucides, je coupe dans la moitié des calories qui rentrent pour la majorité des gens. Donc ça fait en sorte qu'il va y avoir une perte de poids. Si je coupe 50% de votre salaire, votre compte de banque il risque de diminuer. C'est pas parce que c'est des glucides, là, c'est parce que j'ai coupé dans beaucoup de calories qui rentraient. Donc, le fait de couper les glucides, ça peut stimuler la perte de poids. Le problème, c'est que ça ne modifie pas les paramètres tant que ça de notre balance énergétique. Je réduis mes apports. Fait que je coupe les calories. Fait que oui, je vais avoir une perte de poids associée à ça. Je vais atteindre un nouveau statu quo. Puis là, je fais quoi? Parce que est-ce que j'ai coupé les glucides puis j'étais rendu à 1200 calories puis la personne elle trouve ça super difficile? Je suis rendu avec un nouveau statu quo. Est-ce que pour avoir un poids stable, il faut que je consomme 1200 calories, majoritairement lipides, protéines puis très peu de glucides? Qu'est-ce que je fais? Fait que là, je vais réalimenter en glucides, OK, mais qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir une reprise de poids et ce qu'on risque d'avoir, c'est que si je perds du poids, suite à, mettons, une intervention assez aiguë puis drastique, comme on va faire dans du carb cycling, ça se peut, selon la durée de la restriction en glucides, ça se peut qu'on observe une diminution de mon activité physique. C'est pas rare. Pourquoi? Parce que les glucides, c'est le carburant de prédilection pour l'activité physique. Donc, si mes réserves de glycogène, de glucides dans les muscles sont faibles, ma perception de l'effort a tendance à être déphasée.
Donc, les activités que je faisais qui avaient besoin de glucides, habituellement que je trouvais moyennement difficiles, mais là, pour faire le même travail, donc pour avoir la même dépense énergétique, je risque de les trouver un peu plus dures. Donc ça, psychologiquement, il faut le considérer, c'est un peu plus souffrant, c'est un peu plus difficile. Alors, qu'est-ce qui risque d'arriver? Bien, c'est possible, c'est pas systématique, mais c'est possible que je diminue mon niveau d'activité physique. Et là, je vais dépenser moins de calories, je vais en manger moins, mais je vais en dépenser moins, je vais avoir un nouveau statu quo. Quand je vais réalimenter, je réintroduis les glucides, j'augmente les apports caloriques, c'est pas dit que je vais augmenter mon niveau d'activité physique. Et ça, c'est malheureux. Plus c'est bas, ben moins il y a de chances que j'augmente de façon proportionnelle. Donc, je risque d'avoir un nouveau niveau d'activité physique qui est moins important qu'avant. Donc, mon carb cycling, il a pu avoir un effet assez problématique, donc un effet collatéral problématique, qui se traduit par une diminution de mon activité physique sur 24 heures. Et ce qui va faire que mon nouveau statu quo, là, il faut qu'il soit encore plus bas pour maintenir le poids. Et ce n'est pas soutenable. Donc, je suis dans une zone où pour maintenir mon poids, soit au niveau de la dépense, soit au niveau des apports, c'est pas soutenable, je ne suis pas capable. Alors moi, des fluctuations cycliques comme ça, pour sortir d'un plateau, je ne suis pas un partisan de ça parce que c'est souvent juste pelleter le problème en avant. Donc, c'est pas que c'est mauvais. Tu sais, si la personne, on sent qu'elle va abandonner, puis on va absolument lui redonner un petit peu de motivation, puis on veut qu'elle perde du poids un peu, ben on peut le faire. Sauf que qu'est-ce qu'on va faire quand on va avoir le nouveau plateau? Tu sais, on ne sera pas en meilleure position après. Fait que d'un point de vue business, ben, le client va peut-être te payer un mois de plus, mais il va abandonner le mois prochain. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Il faut toujours voir quelle intervention, qu'est-ce que ça va modifier mon intervention sur ma balance énergétique. Puis, est-ce que dans le long terme, c'est rentable, c'est un bon investissement ou ça m'amène directement dans un cul-de-sac, puis je vais être pris. Là. Tu sais, aux échecs, s'il y en a qui aiment les échecs, à un moment donné, tu fais une coupe de coups, tu penses que tu en es bien sorti, puis tu te rends compte que tu t'es peinturé dans un coin, puis tu as un échec et mat en 3 coups, puis tu te dis, ben je peux plus rien faire. C'est ça que tu veux éviter dans un processus de perte de poids. Alors, pour éviter ça, ben, il faut éviter de trop diminuer, trop monter, puis il faut surtout bien quantifier nos paramètres. Donc, entre autres, je vous le dis, là, l'activité physique, là, c'est vraiment un élément qui est dominant au niveau tant de l'arrivée à un plateau, l'atteinte à un plateau, que pour en sortir. Il y a des gens, moi, pour sortir des plateaux, j'ai dit on va arrêter de s'entraîner. Des gens qui avaient atteint une super bonne condition physique, on était vraiment contents de la VO2, c'était super bien. J'ai dit, ben là, on va couper l'entraînement, puis ben have fun. Profite de ta nouvelle condition physique, puis va faire des activités physiques dehors, va te promener, va faire ci, va faire ça, commence à faire de la natation, du patin à roues alignées, marche en montagne. Donc, on va profiter de ça. Et ça faisait en sorte qu'on augmentait de beaucoup les minutes d'activité physique dans la journée. L'intensité était un petit peu moins importante que lors des entraînements, mais la quantité et la diversité étaient tellement importantes qu'on se ramassait à avoir une dépense énergétique beaucoup plus élevée qu'avant, puis on avait un processus de perte de poids. Puis presque tout le temps, les gens répondaient à ça en disant « Je comprends pas, je m'entraîne plus, puis je perds du poids, comment ça se fait? » Puis là, on avait le même phénomène. Les gens disaient « Ah ben là, c'est probablement mon métabolisme qui a compris comment ça marchait. » Là, c'est probablement... Non, tu bouges plus, là. Puis pourquoi tu bouges plus? Parce que tu n'es plus en forme, parce que tu as une plus grande confiance dans ta capacité à faire des activités physiques. Et ça va faire en sorte que tu vas essayer des nouvelles affaires. Avant, tu n'aurais jamais fait de patin à roues alignées. Là, tu en as fait 3 heures samedi. Bien, c'est une dépense énergétique qui s'ajoute puis qui est probablement plus importante que l'entraînement de 45 minutes que tu faisais qui te mettait à terre. Donc, ça ne veut pas dire que l'entraînement n'est pas bon. Ça veut dire que l'entraînement qu'on a fait nous a permis de faire une conversion vers une activité physique. Puis plus on va diversifier ce répertoire d'activités physiques-là, moins on est à risque d'avoir un plateau très bas. C'est-à-dire qu'un plateau où, bien là, je plafonne, je perds plus de poids, puis je mange juste 1000 calories par jour. On va plus avoir un plateau où est-ce que les gens disent « Ah, ben là, j'ai un plateau, je suis à peu près à 2000-2500 calories. On a quand même un petit peu de jeu, puis on peut peut-être réduire un petit peu les calories pour atteindre un nouveau plateau. Donc, on a encore de la place. » Alors, c'est assez important. Une chose aussi que j'ai oubliée, au niveau de l'atteinte des plateaux, une affaire qu'on oublie, c'est que on va avoir des effets, là, la réduction de la dépense énergétique que je parlais, puis on a aussi un relâchement au niveau des apports nutritionnels.
Donc, les gens deviennent un peu plus complaisants au niveau de la nutrition et ça va faire en sorte qu'il y a un peu plus d'écarts qui ont tendance à être tolérés. Alors, à ce moment-là, mettons, j'avais une diète à 1500 calories. Au début, j'étais très discipliné, je compilais tout, je suivais tout. Après un mois, je suis toujours sur la même diète à 1500 calories. Mais là, de temps en temps, il y a un petit peu plus de jeu. Là, je pèse à peu près. Là, on commence à avoir un petit peu de jeu, ce qui est tout à fait normal. Donc, on est moins zélé sur nos apports. Mais ça peut faire en sorte qu'on va consommer un petit peu plus. Donc, c'est pas mauvais, mais c'est juste qu'il faut considérer qu'on n'est pas nécessairement encore à 1500 calories d'apport. On est peut-être rendu à 1800, là, puis on pense qu'on est toujours à 1500. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je ne sais pas si ça répond, c'est des choses que vous saviez, puis ou c'est des choses que, c'est intéressant, je pense que ça peut s'appliquer. Mais je vous dis, la clé passe là, beaucoup par la mesure de l'activité physique. Là, c'est fou la quantité de choses que ça explique quand on commence à mesurer ça. Là. On réalise que on comprend pourquoi on a un plateau. Ça ne veut pas dire que ça nous garantit qu'on va s'en sortir. Mais là, on ne cherche plus à droite, à gauche, on le sait. C'est parce qu'on ne bouge pas. Mylène, c'est vraiment l'élément qui est le plus variable, puis qui est le plus j'aime pas dire le terme facile, là, mais sur lequel on a le plus d'impact. Puis c'est vraiment l'activité physique, là, toute contraction musculaire qui élève la dépense énergétique au-dessus du métabolisme de repos. Fait que, dans cette définition-là, là, se brosser les dents, c'est de l'activité physique. C'est pas une grosse dépense énergétique, c'est pas très intense, là, mais c'est vraiment l'ensemble de ces activités-là qu'on veut augmenter. Et ça, c'est pas mal efficace. Là. Après ça, il faut voir jusqu'à où notre quotidien, notre vie nous permet de les augmenter. Notre condition physique aussi nous permet de les augmenter. Il y a des gens qui vont dire un marathon par jour, c'est épouvantable, c'est pas humain. Mais Colin, je pense qu'il y a un gars qui a fait ça pendant un mois. C'est comme, wow, pourquoi il l'a fait? Il n'y a aucun mérite, c'est parce qu'il y avait la condition physique qui lui permettait de le faire. Moi, si j'avais la même condition physique que lui, je l'aurais fait aussi. Je blague, là, mais moi, si je le fais pas, c'est parce que j'ai aucunement la condition physique pour être capable de faire un marathon par jour pendant 30 jours. Alors ça, donc avoir la capacité physique de bouger, puis avoir une certaine accessibilité à une grande diversité d'activités physiques à chaque jour. Parce qu'il y a des journées qu'il va pleuvoir, on ne pourra pas aller dehors. Donc, il faut qu'on ait des activités physiques à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si ça répond à Mylène. Nathalie? Écoute, syndrome polykystique, j'ai vu un article, je cherchais autre chose, j'ai vu un article là-dessus, une revue de littérature sur... je sais qu'il y a des approches nutritionnelles et certains types d'entraînement qui sont... faut ouvrir des guillemets, là, plus efficaces pour les gens qui ont des ovaires polykystiques. Il faudrait que je regarde, j'ai pas ça sous la main. Tu peux m'envoyer un message sur Messenger, je vais essayer de retrouver l'article si j'ai du temps. Mais je sais qu'il y a des publications scientifiques là-dessus. Je ne sais pas l'ampleur de l'effet. Exemple, je ne sais pas si ces entraînements-là améliorent de X%, de 0,5%, c'est significatif, mais cliniquement, là, c'est comme pas grand-chose. Ça reste à voir, mais je sais qu'il y a des publications là-dessus. Nickel, merci. Oui, formation bioénergétique, c'est un petit peu de ça qu'on parle. Là. J'ai été semi-redondant. Michael qui a fait la formation en bioénergétique que j'ai donnée. C'est de ça qu'on parle dans le fond, puis qu'on fait des mesures. Puis quand on fait des mesures, on réalise bien des choses. Et, merci Michael du compliment. Donc Robert, j'avais l'impression que le gain en santé passe par le sport et que la perte de poids passe par la nutrition. Oui et non, la nutrition c'est un côté. C'est plus facile de créer une restriction calorique avec la nutrition. Je donne un exemple. On peut manger 0 calories dans la journée. C'est physiquement faisable dans le sens que je peux décider de rien ingérer dans ma journée et je sais à 100%, j'ai une certitude absolue qu'il y a 0 calories qui sont entrées. Au niveau de l'activité physique, combien de calories j'ai dépensé? Je n'ai-tu dépensé plus aujourd'hui qu'hier? C'est beaucoup plus difficile. On peut penser qu'on a dépensé plus de calories une journée en activité physique alors qu'on a dépensé moins. Puis comme ordre de grandeur, des fois ça peut être moitié moins, mais on va avoir l'impression qu'on a bougé plus pareil. Alors c'est pour ça que les gens rapidement vont se tourner vers la nutrition parce que c'est plus facile de contrôler puis de restreindre. Malheureusement, en termes de processus efficace de perte de poids, on se rend compte que la restriction calorique seule
c'est associé à un regain de poids plus important qu'une intervention mixte, par exemple exercice et nutrition. Alors, plus efficace pour perdre du poids à court terme, mais beaucoup moins efficace comme processus de perte de poids stable. Tu parles de couper une crème glacée, etc. Ben, c'est ça, c'est plus facile à couper comme tel, mais c'est ça, c'est moins efficace sur le long terme. Merci Sophie, c'est gentil. La plus grande dépense énergétique, c'est le métabolisme de base. Ben oui et non. Ça dépend de combien de calories tu dépenses. Puis ça vient du fait qu'on présente des valeurs de dépenses énergétiques. On dit souvent, le métabolisme de repos, ça représente 75% de ta dépense énergétique journalière. Pour les gens sédentaires, c'est vrai que le métabolisme de repos, c'est la plus grosse dépense énergétique qu'ils ont dans la journée. Si on prend un marathonien qui va dépenser un marathon difficile, 4000 calories, 4500 calories sur son marathon, le marathonien a un métabolisme de repos de 1500 calories, ben, tu te ramasses à avoir la plus grosse dépense énergétique, ben, c'est l'activité physique. Parce que juste son marathon, sans considérer l'activité physique qu'il a pu faire avant puis après, c'est 4500 calories, puis son métabolisme de repos, c'est 1500. Alors, la plus grande dépense énergétique, ben, c'est variable. Je dirais que le métabolisme de repos, c'est la dépense énergétique qui est la plus stable. Donc, c'est celle qui est à peu près la plus constante, là, qui va varier de 100... en dedans peut-être de 100 calories d'une journée à l'autre, alors que l'activité physique, c'est la plus volatile. Là, ça peut passer du simple au double d'une journée à l'autre. Super, Nathalie. Michael, l'activité physique sur 24 heures compte plus que l'entraînement pour une perte de poids. Oui, c'est ça. C'est vraiment la clé. Mais ça se peut que pour certaines personnes, faire de l'exercice, ça soit ça qui fait en sorte qu'ils dépensent plus de calories sur 24 heures puis qu'ils font plus d'activité physique sur 24 heures. C'est juste que c'est pas systématique. Puis c'est pour ça qu'on observe, entre autres, dans la plupart des études qui observent l'effet de l'exercice sur la perte de poids, les effets, c'est mineur. Quand tu regardes l'entraînement, l'exercice, c'est de mémoire quelque chose entre 1,7 et 3 kg qu'on observe d'une perte de poids sur entre 12 semaines et 6 mois, là, je pense. Donc, c'est vraiment infime comme effet, juste ça. Là. C'est sûr qu'il y a des études qui ont démontré que oui, ça avait un impact important, mais dans l'ensemble, là, si on fait vraiment une méta-analyse, on regarde plusieurs études, on se rend compte que l'exercice, pour la plupart des gens, va avoir peu d'effet sur la perte de poids. Donc, Mélanie, le lien entre le sommeil et la perte de poids, rapidement, c'est qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand on va manquer de sommeil, donc quand on accumule la fatigue, ça perturbe un peu notre capacité à réguler notre balance énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une plus grande difficulté à avoir des mécanismes de satiété efficaces. Donc, on va avoir tendance à plus se suralimenter. Et aussi, on va observer une plus grande difficulté à maintenir un niveau d'activité physique sur 24 heures. Donc, une carence en sommeil, ça se traduit bien souvent par une augmentation des apports nutritionnels, puis une diminution de la dépense énergétique sur 24 heures, puis on observe une prise de poids. Donc, c'est principalement ça là, qu'on va voir. Donc, c'est pour ça que le sommeil est important. Mais à l'inverse, si je fais juste dormir dans ma journée, ben je risque de prendre du poids parce que le moindrement que je vais manger, je dépense tellement pas beaucoup de calories dans ma journée. Donc, c'est une quantité adéquate de sommeil. Puis pour le commun des mortels, on parle d'à peu près 8 heures de sommeil par nuit là, qui est recommandé. Mon Dieu, Alexandre, tu me sors à 21 heures bêta-oxydation pour la perte de poids. La bêta-oxydation, c'est tout simplement une étape dans le processus d'oxydation des lipides. Donc, lorsqu'on transforme le gras pour faire de l'énergie, donc on va faire de l'acétyl-CoA, puis ça rentre dans le cycle de l'acide citrique et compagnie. Alors, ben, c'est du métabolisme énergétique. C'est un peu le processus dans lequel on va brûler du gras. C'est rarement un facteur qui va être déterminant dans la prise ou dans la perte de poids. Et on remarque que, par exemple, il y a des gens, des personnes obèses vont avoir une capacité d'oxydation des lipides peut-être un petit peu moins efficace. Donc, il y a une forme de résistance à l'oxydation des lipides. Mais ça demeure quand même mineur et souvent c'est prochain live, c'est la conséquence de la prise de poids et non pas la cause. Donc on observe que c'est pas parce que initialement
ils n'oxydaient pas bien les lipides qui ont pris du poids. C'est parce qu'il y a un surplus de poids important, il y a un genre de résistance là, à l'oxydation, puis la bêta-oxydation devient un petit peu moins efficace. Puis il y a, écoute, faudrait que je revise, là, mais il y a probablement une histoire de pyruvate puis de métabolisme des glucides aussi là-dedans, là, parce que le métabolisme des glucides influence aussi notre capacité à faire de la bêta-oxydation. Là. Good. D'autres questions? J'ai encore quelques petites minutes. Oui, non, pas de question. All right. Ben, écoutez, les podcasts, les balados sont disponibles sur mon site web. J'ai rajouté, merci, j'ai rajouté une section balado, donc vous pouvez avoir l'archive. C'est super agréable de partager, entre autres, là, pendant que je fais des lives. Cliquez le bouton j'aime, en parler, le bon vieux bouche à oreille. Moi, je suis plus traditionnel là-dessus. Ça peut être super le fun d'en parler. Moi, je fais ça parce que j'aime ça. Puis ce qui est vraiment trippant, ben, c'est avoir les interactions avec les gens. Fait que plus on est une gang de fun, ben, mieux c'est. Je suis aussi ouvert aux suggestions. Donc, si vous voulez me lancer des sources d'inspiration en me disant hey, ça serait intéressant que tu parles de ça. Je pense que je suis pas pire pour prendre la balle au bon, là, puis essayer de répondre assez rapidement à ça. Alors, n'hésitez pas là, à m'écrire, puis à m'indiquer là, des sujets que vous aimeriez, puis ça va me faire plaisir, si c'est dans mon champ de compétences, là, d'intervenir, puis de vous informer là-dessus. Alors, ben, merci tout le monde, c'est super apprécié, puis ben, je vous souhaite une bonne fin de mercredi soir, puis ben, si tout se passe bien, on se parle la semaine prochaine. Cool! Bye bye!